Le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Je vous propose de désigner Louis Randoux comme secrétaire de séance, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Pas d'observation. La première partie de ce conseil municipal est donc dédiée aux décisions municipales. Est-ce que quelqu'un sollicite sur ces décisions municipales prises en vertu des pouvoirs qui sont attribués au maire pour faire fonctionner la ville au quotidien, qui demande une précision? Monsieur Crépel, vous avez la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, une nouvelle fois, nous avons lu attentivement vos décisions municipales. Le nouveau placement de la trésorerie sur un compte à terme auprès de l'État pour 3 mois de 5 millions d'euros. Cette décision devient une habitude, mais nous ne nous y habituons pas. Le groupe Marc Ensemble écologiste et solidaire réintègre sa demande d'utilisation à des fins sociales des produits de ces placements depuis le commencement de cette procédure. C'est près d'1 million d'euros d'intérêts dont la commune a bénéficié. Combien de foyers marquois pourraient être sortis de moments difficiles si ces recettes étaient fléchées vers le social et la solidarité? Monsieur le maire, comme vous avez décidé de continuer à faire des placements avec les économies de la ville, nous vous demandons de mettre en place une réflexion à laquelle nous souhaitons participer pour flécher à la solidarité les revenus obtenus par ces placements. Merci. Merci. Oui, je vous remercie de rappeler que la ville gère bien les finances. Ça me fait toujours plaisir quand on le rappelle. Et effectivement, nous faisons des placements plutôt que de laisser l'argent de la trésorerie de la ville dormir. Je pense que c'est tout simplement, Monsieur Crépel, un acte de bonne gestion. Et je pense que toutes les communes de France et de Navarre, de gauche ou de droite, entre nous soit dit, feraient pareil si elles en avaient la possibilité. Et nous avons de très très nombreuses mesures de solidarité dans le budget de la ville ou dans le budget du centre communal d'action sociale dont s'occupe mon premier adjoint avec beaucoup d'attention. Je ne sais pas si tu souhaites dire quelque chose. Mais... Oui, on en parle d'ailleurs à chaque budget parce que la ville est plutôt fière de la politique qu'elle mène pour l'action sociale, puisque chaque année, je le rappelle, on est en fin de mandat, chaque année la subvention accordée par la ville au centre communal d'action sociale a augmenté substantiellement. Voilà, on a un vrai service d'action sociale qui n'est pas le cas de toutes les communes, où il y a 3 agents qui s'occupent de recevoir les Marquois qui le demandent. Donc voilà, on a une politique sociale qui est particulièrement développée ici au sein de la ville de Marcq-en-Barœul et avec un soutien de la ville assez conséquent. Bien, est-ce qu'il y avait une autre demande? Oui, Madame Vidal-Sagnier. Merci. Monsieur le maire, mesdames les adjointes, messieurs les adjoints, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est une demande d'information sur les décisions sur la tarification pour restauration scolaire pour l'année scolaire. Je suis désolée, il y a un Larsen, non? Je ne sais pas. Je voudrais savoir si une disposition particulière est appliquée pour les parents d'enfants des classes Ulysse qui sont originaires d'une commune où le tarif est inférieur à celui de Marcq-en-Barœul, par exemple Lille ou Ouascal. Et ensuite, je voudrais savoir ce qu'il en est du tarif solidaire qui avait été évoqué il y a quelques mois, au début du mandat, et le tarif à 1 €. Merci. Merci de votre attention. À vous, madame. Oui, il avait été, merci pour les questions, il avait été question pour le tarif solidaire, dès que les parents font la demande, on l'applique, donc on a à peu près 5-6 demandes par an qu'on accorde sans souci. Les parents souvent sont même assez fiers quand ils peuvent arrêter de le payer, donc on les aide à un moment donné, et puis après ils reprennent... quand ils peuvent payer, ils reviennent vers nous pour nous en informer. Et concernant les enfants des classes Ulysse, en fait, on leur applique le tarif marquois, quelle que soit la ville dont ils dépendent. Ok, merci. Merci. Bien. Donc ça, c'était le volet des décisions municipales. Nous allons donc maintenant aborder notre conseil municipal proprement dit, avec le premier point à l'ordre du jour, qui est l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2025. Il s'agit donc d'adopter ce procès-verbal s'il n'y a pas d'observation sur celui-ci.
Je remercie simplement ceux qui donc ont en charge la rédaction de ce procès-verbal, car c'est toujours un très très gros travail. Pas d'observation. Je considère donc que cette délibération est adoptée. Nous pouvons passer donc aux délibérations proprement dites. La première délibération est une délibération qui concerne le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées concernant le transfert du golfe de Lille Métropole par la métropole européenne de Lille. Et donc, en fait, tout simplement, donc il y a eu, conformément aux dispositions du Code général donc des collectivités territoriales, comment dirais-je, une commission locale d'évaluation des charges transférées qui a été chargée de procéder à l'évaluation de la charge financière nette des compétences transférées des communes à la métropole européenne de Lille. C'est quelque chose qui est totalement annexe à la ville de Marcq-en-Barœul, bien évidemment, mais donc nous devons approuver ce rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole européenne de Lille. Bon, je suppose que donc c'est une délibération de pure forme. Je suppose qu'il n'y a pas d'observation sur ce sujet. Elle est adoptée, je vous en remercie. Bien. Et donc nous allons passer aux délibérations relatives à la politique de la ville, à la politique de la solidarité. Donc, M. Catelin, vous allez pouvoir nous présenter cette délibération notamment. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Le rapport que je vous présente concerne donc le projet Opus et consiste à autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec l'Orchestre national de Lille. Alors le projet Opus, pour mémoire, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça permet à 10 enfants qui vivent dans un quartier politique de la ville, donc en ce qui nous concerne le quartier de la Briqueterie, ça permet à 10 enfants de pouvoir apprendre la musique, de recevoir une formation musicale très exigeante avec les professionnels de l'Orchestre national de Lille. Voilà, c'est quelque chose qui dure 3 ans. Donc c'est là où c'est exigeant, où c'est 2 répétitions hebdomadaires pendant 3 ans, pour ces enfants, pour qu'ils puissent apprendre la musique. Il y a l'instrument qui leur est confié en prêt pendant ces 3 années et comment dire et bien sûr, voilà, ils peuvent conserver l'instrument à la fin. Et puis, j'aimerais aussi insister sur l'effort qui est fait par la ville, parce qu'au bout de ces 3 ans, les enfants qui souhaitent continuer la musique peuvent le faire au sein de notre conservatoire. Voilà, donc au sein de notre conservatoire, ou alors je rappelle aussi qu'il y a une classe CHAM au collège du Lazaro. Voilà, le conservatoire qui a été réhabilité, rénové, une nouvelle salle récemment pour que les enfants puissent continuer d'apprendre la musique dans les meilleures conditions possibles, et donc il y aura également une subvention de 6 000 € par an qui est accordée à l'ONL, et je rappelle également qu'il y a un agent municipal qui s'occupe du suivi des familles et des enfants. Voilà, mais c'est bien de rappeler que le conservatoire de Marcq-en-Barœul, c'est 650 enfants qu'il fréquente, et là c'est une opération particulière dédiée aux enfants de ce quartier en politique de la ville, et notamment de la Briqueterie. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations sur ce beau dossier? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité. Merci beaucoup. Émilie Boulet. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs. Messieurs mes collègues, la première délibération concerne l'approbation du rapport annuel du délégataire du cinéma du Pont des Arts, qui est géré dans le cadre de la délégation de services publics. C'est un bilan très positif. On a atteint les 206 000 entrées, avec une très forte hausse des ventes à distance, et surtout un système de réservation avec des places numérotées qui fait vraiment l'unanimité et la joie des cinéphiles. Le tout avec un prix toujours très attractif qui reflète vraiment notre politique culturelle à marque de maintenir la culture accessible à tous.
Mais ce n'est pas qu'une affaire de chiffres. En fait, ce succès, il y a plein de choses qui sont mises en place par notre délégataire, des avant-premières, des ciné citoyens. Vraiment, M. Vermeusen arrive à trouver un équilibre entre des gros blockbusters et puis des films d'art et essai. Et puis, lorsqu'il nous a remis son dossier, il nous a montré encore qu'il avait plein d'idées, notamment à la mise en place prochainement d'installations pour la 3D, pour notamment le film Avatar qui va sortir. Et puis je vais continuer sur la deuxième délibération qui suit, elle est liée tout à fait, qui concerne la participation de la ville au fonctionnement du cinéma au titre des règles fixées dans le cahier des charges. En effet, dans le cadre de sa politique culturelle, donc comme je vous disais, la ville souhaite offrir vraiment une offre cinématographique dynamique, qualitative, afin d'être au plus proche des attentes des habitants. Le suivi d'exploitation et la fréquentation montrent que le délégataire remplit vraiment bien ses objectifs. Il vous est donc proposé d'accorder au délégataire du cinéma la participation de 200 000 €, à savoir 20 000 € au titre de l'éducation à l'image et 180 000 € au titre de la contrainte tarifaire. Je n'ai pas la suite de mon texte. Oui, qui demande la parole? Je crois qu'il y avait... si vous voulez, madame, allez-y. Il y a monsieur Tonnel également, c'est ça? Oui? Bon. Allez-y, madame. Merci. Monsieur le maire, mesdames les adjointes, messieurs les adjoints, chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, c'est juste une remarque par rapport au tarif du cinéma. En fait, des personnes qui sont retraitées mais qui n'ont pas encore 65 ans et qui ont des faibles revenus n'ont pas possibilité d'avoir un tarif particulier, puisque le tarif à 5,80 c'est à partir de 65 ans. Et donc plusieurs personnes disent également que de prendre une carte à 10 places, c'est cher d'un seul coup, puisque c'est 53 €. Est-ce qu'il y aurait possibilité, même si je sais que ce n'est pas la mairie c'est pas la municipalité qui gère, c'est une DSP, est-ce qu'il y aurait une possibilité de réfléchir pour bénéficier au tarif de la carte à 10 € tout en achetant les tickets 2 par 2 par exemple? Voilà, merci bien de votre attention. Oui, monsieur Tonnel. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, en préambule, merci d'avoir accédé à notre demande de communication de pièces supplémentaires et notamment du bilan financier du cinéma. Comment, en effet, prendre acte d'un rapport annuel de gestion du délégataire sans avoir le bilan financier et sans connaître les chiffres de l'année concernée? C'est compliqué. Donc merci d'avoir ajouté cette pièce. Ça a été ajouté hier, mais nous avons eu le temps d'y jeter un petit œil. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, la délibération qui nous est présentée ce soir nous propose de prendre acte du rapport annuel du délégataire du service public du cinéma Le Pont des Arts. Pour que le public comprenne bien, je vais essayer de décortiquer ce soir le montage financier mis en place. Pardon par avance d'être un peu long. La ville a confié cette délégation à une société privée pour l'exploitation de notre cinéma, vous le savez. Le locataire nous verse un loyer de 200 000 € et nous pourrions tous penser ici ce soir que nous réalisons ainsi une très belle affaire. Un cinéma tout neuf, payé comptant par nos impôts et qui rapporte aux finances de la commune 200 000 € par an, soit 16 700 € par mois, c'est fantastique. Sauf que la commune, pour être très clair, paye chaque année, et c'est l'objet de la deuxième délibération numéro 94, paye chaque année au délégataire la somme de 200 000 € au titre des contraintes de service public. La ville, finalement, n'y gagne rien. Opération blanche pour nos finances, alors que le locataire, lui, dispose d'un outil tout neuf, bien équipé, qui ne lui coûte que les charges d'entretien et les flux. À quoi sert alors la somme de 200 000 € que nous versons au cinéma? Nous sommes tous en droit de se poser la question. À quel titre la versons-nous? Le cinéma doit proposer, grâce à ce versement, des places bien moins chères aux Marquois, et c'est un juste retour des choses, car ils ont financé la création de cet équipement avec leurs impôts. 8,50 € en tarif plein tarif et 5,30 € avec une carte de 10 places, ça a été rappelé par ma collègue, versus 14,60 € à l'UGC et 8,20 € à l'UGC avec une carte de 10 places.
Nous bénéficions donc, il faut le reconnaître, d'un tarif bien moindre. Merci la ville qui nous permet, avec nos impôts, de bénéficier de ce tarif avantageux. L'histoire pourrait donc s'arrêter là, sauf qu'il nous faut préciser que les non-marquois bénéficient du même tarif très bas sans pour autant avoir financé cet équipement. C'est cela que nous souhaitons à nouveau dénoncer ce soir. Combien de non-marquois fréquentent notre cinéma sur les 206 468 entrées payantes recensées du 29 mai 2024 au 27 mai 2025 ? Difficile de le savoir, nous n'en avons pas les chiffres. Mais en tout état de cause, nos impôts ne sont pas là pour permettre aux non-marquois de bénéficier d'un prix plus qu'attractif. Ils ne sont pas là non plus pour contribuer aux bénéfices de l'exploitant. Le prix bas de nos places, nous le payons en fait très cher et en réalité bien plus cher que pour un cinéma privé. Je vous remercie de votre attention. Oui. Quelqu'un d'autre demande la parole ? Tu veux dire quelques mots ? Je dirai aussi quelque chose après. Mon adjoint finance va déjà vous répondre et je préciserai ensuite les choses. Tonnel, j'ai bien étudié le bilan. En fait, il ne gagne pas tant d'argent que ça. J'ai bien étudié au niveau des charges de personnel, le ratio charge de personnel sur leur chiffre d'affaires, il est de 16%, alors qu'en France, la moyenne est entre 25 et 30%. Donc on ne peut pas, à un moment donné, leur dire, effectivement, vous avez effectivement gagné de l'argent sur le dos de la ville. Et paradoxalement, leur résultat final, il n'est que de 92 000 €, malgré des efforts qu'ils font au niveau du personnel. Donc si, effectivement, ce n'était pas équilibré, ils seraient en grande difficulté. Merci beaucoup. Alors, je voudrais apporter quelques remarques. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous avions un cinéma mono-écran. Et ce cinéma faisait un petit 50 000 spectateurs par an et coûtait toutes les charges à la mairie, le chauffage, l'éclairage, les projectionnistes, le personnel, tout cela était à la charge de la ville. Et chaque année, M. Tonnel revient avec son petit refrain. Et j'entends parfois des gens, parce que je sais ce qu'ils racontent aux uns et aux autres, et je vais vous dire un truc, c'est complètement faux ce que vous dites, M. Tonnel, mais totalement faux. C'est même dérangeant, parce que moi je veux bien qu'on ne soit pas dans la majorité, mais j'aime bien que l'on soit précis et, comment dirais-je, qu'on ne raconte pas des choses inexactes. D'abord, dire que les Marquois ont payé cash le cinéma, c'est totalement faux. Puisque, bon, en réalité, le Pont des Arts, mais tous les Marquois savent de quoi il s'agit aujourd'hui, c'est à la fois un cinéma de 3 salles, qui a un succès considérable. On est passé de 50 000 spectateurs sur notre cinéma mono-écran à effectivement 206 000 spectateurs. Je pense que c'est un succès incroyable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est un cinéma, c'est une salle polyvalente, très importante, très appréciée par tous. C'est la salle de répétition pour les orchestres de la ville de Marcq-en-Barœul, la batterie fanfare, le grand orchestre de Marcq-en-Barœul, et puis c'est un restaurant. Et ça fait le Pont des Arts. Comment il a été financé, le Pont des Arts ? Figurez-vous qu'il a été financé non pas uniquement avec l'argent des Marquois, mais pour la partie cinéma de ce très vaste ensemble, j'allais dire quasiment en totalité par des subventions. Puisque, en fait, nous avons reçu 2 600 000 € de subventions, 1 million par l'AMEL, 1 million par le conseil départemental, et ça me donne l'occasion de remercier mon premier adjoint en charge des finances au département, 600 000 € du Centre national du cinéma, et puis, bien évidemment, après, il fallait retirer la TVA à 16% sur cette opération. Et je rappelle qu'un cinéma, sur chaque billet que vous prenez,
il y a une petite partie qui est ad vitam aeternam rétrocédée à la ville. Voilà. Donc c'est très important de le préciser. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a eu de l'argent public qui venait d'autres collectivités, et donc, c'est-à-dire de tous les gens du département du Nord ou de tous les gens de l'Amel, puisque l'Amel, c'est 95 communes, et le département, c'est toutes les communes du département. Ça, c'était la première observation que je voulais faire. La deuxième observation que je voulais faire, on va faire un petit calcul ensemble, si vous voulez. C'est une délégation de service public. Et donc, une délégation de service public, elle doit être obligatoirement, bien sûr, équilibrée. Et il appartient aux délégataires de nous payer donc, une redevance et de prendre en charge les fluides, le personnel, le nettoyage, la projection, tout ce qui se rattache à l'exploitation de son cinéma. Et quand on fait une délégation de service public, c'est le délégataire qui, effectivement, fixe le prix. Mais nous lui avons demandé, et ça a été la discussion à l'origine, on peut regarder les comptes rendus, on nous a dit, mais M. Gérard, dans le cinéma mono-écran où il y avait 50 000 spectateurs, il y avait un tarif, et on voudrait que ce tarif continue à être utilisé. Alors on a repris ce tarif extrêmement attractif, mais ça c'est notre choix politique. Et donc, nous avons décidé, effectivement, parce que c'était le principe même d'une délégation de service public, d'accorder une subvention d'équilibre pour compenser le manque à gagner du délégataire de 200 000 €. Mes chers collègues, lui nous paye 220 000. Nous lui donnons 200 000. On va peut-être faire la division ensemble. 220 moins 200, ça fait combien ? Donc ça fait 20 000. Et puis nous avons également donc un restaurateur qui nous paye 40 000. C'est-à-dire que donc cet équipement qui marche très très bien nous rapporte donc au minimum 60 000 €. Et puis également, comment dirais-je, il ne faut pas oublier qu'il y a des locations qui sont faites pour donc la salle polyvalente, très importante, très appréciée, notamment par nos aînés. Je dirais aussi qu'il y a des grands gagnants dans cette affaire. Ce sont les Marquois, puisque les Marquois nous font l'honneur de pratiquer sans réserve ce cinéma qui est reconnu par tous comme un magnifique cinéma, qui est un endroit où les Marquois certes y gagnent, mais également l'animation de toute la ville y gagne, puisque je pense incontestablement que ramener 206 000 personnes par an dans un quartier, c'est forcément un atout, et un atout très important pour l'animation, l'attractivité, le commerce, soit de ce quartier, soit d'autres quartiers, mais je crois que c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc voilà, moi je voulais vous dire simplement que, bon, on peut tout le temps faire la même ritournelle, mais les choses sont têtues. Je crois qu'il faut rappeler le montage financier de ce dossier qui a été assez exemplaire par la ville, et nous l'avons voulu, mesdames, messieurs, mes chers collègues, non pas en périphérie de la ville. Parce que généralement, ce genre de cinéma se met en périphérie de la ville. Et nous, on s'est dit non, c'est pas ça qu'on veut. C'est le mettre au cœur d'un quartier pour en faire une locomotive culturelle au service du développement commercial et de l'animation de notre ville. Et donc voilà, moi je suis très heureux de ce beau succès, de ce très très beau succès, et très fier de ce que nous avons pu bâtir ensemble pour avoir un cinéma 3 écrans dans la ville de Marcq-en-Barœul. Merci à vous. Si vous le voulez bien, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour les 2 délibérations ? Merci beaucoup. Nous allons poursuivre, Madame Boulet. Oui, la délibération suivante concerne l'avenant à la convention de partenariat entre la ville de Marcq-en-Barœul, la métropole européenne de Lille, la région des Hauts-de-France et le département du Nord pour l'école européenne Jacques Delors. Cette convention présentée lors du conseil municipal du 28 juin 2023 reprend les mêmes termes que celle que l'on a votée. Cette convention fixe les principes de répartition des charges de fonctionnement et d'investissement entre les 4 collectivités.
Pour rappel, cette convention est fixée pour 3 ans et doit être renouvelée par reconduction express annuellement. Je vous remercie. Pas de demande de parole. Bon. Qui est contre cette délibération? Monsieur Crépel, allez-y. Je vous avais pas donné la parole parce que vous ne l'aviez pas demandé, mais il n'y a aucun problème, allez-y. Je manque de rapidité. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous continuons de penser que le fonctionnement de cette école se fait inégalitairement par rapport aux autres établissements d'enseignement de notre ville, établissements publics d'enseignement de notre ville. C'est pour cette raison que nous ne partageons toujours pas les termes de cette convention, pour ma part. Merci. J'étais hier au lycée Alfred Mongy avec la proviseure et tous les proviseurs du secteur. Il y avait madame la rectrice également. Et tout le monde me parlait de l'école européenne. C'est une fierté extraordinaire d'avoir cette école européenne dans la ville de Marcq-en-Barœul, de lui avoir donné aussi le nom de Jacques Delors. Et je voyais aussi le proviseur du lycée Kernanec. On aurait pu croire que le lycée européen public aurait fait de l'ombre au lycée public Kernanec. Il me disait qu'en 2 ans, il y avait 270 enfants de plus qui étaient arrivés au lycée Kernanec. C'est-à-dire que, en réalité, tout simplement, l'école européenne publique attire du monde. Et en réalité, c'est un booster pour tout le monde. Moi, très franchement, je trouve que, l'éducation, c'est notre principal devoir. Quelle fierté qu'il y ait une école publique qui permette à des enfants de faire des études de ce niveau. Et il y a 46 nationalités. Mais le drame de notre pays, c'est qu'on n'arrive plus à se parler entre les gens qui viennent de pays différents, de cultures différentes, de religions différentes. Toutes les origines sont représentées dans cette école, 46 nationalités. Mais c'est pour moi la plus grande des fiertés que j'ai dans ce mandat. Parce que, en réalité, je vais paraphraser quelqu'un que vous aimez bien et pour qui j'ai beaucoup de respect, mais l'éducation, c'est vraiment pas ça qui coûte cher. C'est justement le manque d'éducation qui coûte cher. Et bien là, nous offrons pour la métropole et pour la région une école publique d'excellence. Mais c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos enfants, non? D'avoir la meilleure école du monde, c'est formidable. Donc j'arrive pas à piger. Moi, il y a un moment donné, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup de respect pour vous, vous le savez très bien. On a appris à se connaître et à bien travailler ensemble. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vous y allez en plus aux portes ouvertes, je vous vois. Quand vous y êtes, vous voyez bien les personnes qui sont là. Mais chacun a sa chance. Voilà. Et moi, je souhaite effectivement qu'après avoir pris son rythme de croisière, cette école puisse progressivement accueillir davantage encore d'enfants qui viennent des quartiers en politique de la ville ou des quartiers prioritaires. Bien évidemment, mais c'est ouvert à tout le monde. Elle est gratuite, cette école. Généralement, ce genre d'école, c'est 10 000, 11 000, 15 000, 16 000 euros. Et là, c'est gratuit. C'est l'école de la République. Vive l'école de la République. Je sais bien que vous êtes pour l'école de la République, monsieur Crépel. Je ne mets pas ça en doute. Mais vraiment, ça... Il faut qu'on en reparle à deux là, un jour, je crois, parce que je suis certain qu'on serait d'accord. Vous voulez reprendre la parole? Simplement pour poser une question à Madame Boulet, nous savons très bien que cette école a un objectif normalement de 20% d'élèves boursiers en difficulté sociale. Aux informations qu'on a, nous, c'est autour de 6%. Donc peut-être que lorsqu'on atteindra ces 20%, je réviserai ma position sur la mixité sociale de cette école publique. Merci à vous. Mais une école publique, où qu'elle soit, au lycée Kernanec, on ne demande pas aux enfants d'être fichés avec un badge pour savoir d'où ils viennent, que fait leur papa, leur maman, combien ils gagnent, s'il est au RSA ou ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où il faudrait classifier les gens? Comment? Et je vais vous dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle, monsieur Crépel.
cette école, c'est une école primaire, c'est un collège et c'est un lycée. Quand on l'a ouvert, on a commencé par le primaire. Il n'y a pas de boursiers dans le primaire. Il n'y en a pas. Elle s'est poursuivie. Chaque année, on a ouvert les classes. L'éducation nationale, c'est pas la ville. Hein. Moi, j'ai pas les statistiques de l'éducation nationale. Bon. Après, on a ouvert les collèges. Il n'y a pas de boursiers dans les collèges. Le lycée, on vient de l'ouvrir. Et donc, ça commence. Et bien évidemment, on sera très très heureux. Plus il y aura d'enfants qui viendront de... Et il y a une norme de 20%. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé avec madame la rectrice à l'époque, qui était vraiment très très très, comment dirais-je, certes enthousiaste, mais très active sur ce dossier. Bon, voilà. Donc on le souhaite tous. Et je pense qu'on partage la même envie, la même ambition. Mais très franchement, voilà. Arrêtons de... voilà. Il faut être fier de cette école, l'école de la République. Voilà. Bon, on en reparlera si vous voulez, et je continuerai à vous donner des informations autant que vous voulez. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, je vous donne la parole si vous me la demandez, Madame Savignac. Il n'y a aucun problème, vous avez la parole. Donc pour parler de l'école européenne et de la chance qu'on a, même dans la métropole, de l'avoir, c'est que Lille a été choisie pour candidater, pour accueillir l'autorité douanière de l'Union européenne. Et parmi les critères, parmi les éléments de choix, le fait qu'il existe une école européenne à Marcq-en-Barœul qui pourrait accueillir les enfants des fonctionnaires qui éventuellement viendraient travailler à Lille, a pesé son poids, a vraiment été cité. Voilà, donc je trouve qu'on a une grande chance quand même que cet élément de réflexion ait concouru au choix du site. Ça ne veut pas dire que ça va être là d'ailleurs, mais au moins, voilà, c'est ce site-là qui a été retenu pour représenter la France. Bien, merci, c'était important de le préciser. Ce qui est curieux dans notre conseil municipal, où quand même, globalement, on s'entend quand même pas trop mal, hein, on vote quand même après toutes les délibérations à l'unanimité, c'est vrai qu'il est normal qu'il y ait des choses qui soient différentes. Mais on ne peut pas, conseil après conseil, revenir comme si on était en train de l'installer. Je veux dire, on a toujours le début du commencement comme débat. Le débat du commencement du commencement. Bon, je veux dire, le cinéma, ça fait des années qu'il est fait. L'école, maintenant, elle est largement engagée. Bon, donc, voilà, c'est pas le pourquoi du comment. Maintenant, c'est faisons-les vivre. Bon, alors, on continue. Il y a encore autre chose, Émilie? Bon, bien. Ben on va voter cette délibération sur l'avenant et je remercie beaucoup les partenaires de cette école qui participent au financement, la région, le département, la MEL et la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Bien. Madame Goub. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du site Carambar et de l'intervention de l'EPF. Alors, comme vous le savez, le site Carambar a été acheté par l'EPF, l'établissement public foncier, pour le compte de la ville. Par des délibérations en 2023 et en 2024, la ville a désigné à l'EPF les sociétés Gretchen et Harvey, on parle en général de la société Harvey, mais ce sont des montages juridiques, comme acquéreurs d'une parcelle de 9 959 mètres carrés, pour être précise, sur ce site, afin qu'elle y construise une résidence hôtelière comprenant, outre un certain nombre de chambres, des espaces ouverts au public, donc un bar, du coworking, des espaces sportifs. Un premier prix à l'époque avait été convenu entre l'EPF et ses sociétés, mais certaines conditions, certaines modalités ont évolué. Le nombre de chambres a légèrement diminué et la société Harvey lui a été demandé d'acheter l'intégralité de la parcelle en une seule fois, en un seul tenant et sans phasage. Il est évident que des changements, ça a une incidence sur le bilan global de l'opération pour Harvey.
Par contre, ça n'a pas d'incidence sur le bilan global de l'opération. Donc, l'EPF a accepté de ramener son prix de vente de 3 millions à 2,4 millions. Cependant, pour que l'EPF puisse signer, ils veulent d'abord s'assurer que la ville est toujours intéressée par le projet Harvey. Donc, la délibération ici qui nous est présentée, c'est de savoir si la ville maintient son accord, son envie de voir Harvey s'installer sur ce site. Donc, comme effectivement la ville maintient son intérêt, par cette délibération, on vous demande d'autoriser l'EPF à vendre à la société Gretchen Harvey. Merci beaucoup. Monsieur Crépel. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, à la lecture de la délibération, cela risque d'être la fête avant la fin de la période, à la fin de l'année chez Harvey. Bien avant la période consacrée aux cadeaux, la ville et l'établissement public foncier octroient une réduction de 20%, soit un cadeau de 600 000 € à la société Gretchen, qui est l'acheteur pour Harvey, pour l'achat de 9 959 m² sur l'ancien site Carambar. Pour rappel, cette société est la copropriété de David Douillet, dont nous avons un équipement sportif qui porte son nom dans la ville. Cette proposition de délibération cède donc à un tarif hyper prévidentiel le terrain précité. 240 € du mètre carré, c'est peu cher au regard de la vente dans les conditions similaires d'un terrain propriété de la ville en contrat aussi avec l'EPF à proximité à 362 € par mètre carré au bailleur social Villogia, délibération que nous avons dans ce conseil ensuite. Nous aurions largement préféré une inversion des tarifs, baisser celui du bailleur social qui agit dans l'intérêt de la collectivité et des habitants de notre ville, plutôt qu'à une entreprise privée dont le seul intérêt sera de dégager des bénéfices. Lors de la commission, il nous a été garanti que les 3 millions seront bien versés à la ville par l'EPF et que seul l'EPF supporterait ce cadeau de 600 000 €. Cela nous surprend alors que l'EPF ne travaille que sur mandat et que dans la période, les différentes agences de l'État sont priées de faire d'énormes économies. Nous tenons à rappeler ici que 600 000 € pour notre commune, c'est au moins 123 000 repas gratuits pour les enfants marquois sur la base du tarif maximum, mais c'est peut-être aussi 300 000 heures d'études gratuites pour eux aussi. Et nous pourrions faire une liste longue avec cette somme. Nous demandons donc que cette délibération soit retirée de l'ordre du jour de notre conseil municipal de ce soir, car le prix arrêté par les nomènes nous semblait correct à 3 millions € et ne nécessite pas de réduction. Si vous la maintenez, nous attendons des éclairages sur les flux de paiement de cette transaction et sur la réalité de la perte de 600 000 € par l'établissement public foncier, comme ça nous a été dit en commission. Dans l'état, nous voterons contre la délibération. Merci. Merci beaucoup. Qui demande la parole? Monsieur Tonnel. Merci, monsieur le maire. Pour ce dossier, on n'est pas au commencement du commencement du commencement. On est vraiment au début du projet. Donc, vous voyez, l'intervention que nous allons faire dans quelques secondes, elle va être tout à fait pertinente et elle ne pourra pas être critiquable. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs du public, la délibération qui nous est présentée ce soir sollicite l'accord du conseil municipal sur une révision du prix de vente du terrain situé sur l'ancienne usine Carambar. Ce terrain constructible a été vendu à la société Harvey via le truchement de l'EPF pour un prix initialement, vous l'avez rappelé, de 3 millions € hors taxes pour 9 959 m², soit 301 € le mètre carré. La société Harvey souhaite en effet y construire et proposer à la location des chambres type Airbnb. Il est important de rappeler que le 19 décembre 2023, ici même, nous avons voté favorablement cette délibération, sachant pourtant que le prix de vente du terrain constructible était déjà en dessous de la moyenne. Nous trouvions en effet le projet intéressant pour la ville et surtout pour nos entreprises. La délibération présentée à l'époque ne comportait pourtant aucune information, aucun plan, aucune vue paysagère, et c'est uniquement une délibération de principe que notre groupe avons votée.
Précisons que le terrain a été vendu dépollué et libre de toute construction. Ça a son importance. Vous nous proposez aujourd'hui de revoir ce prix pour un nouveau montant de 2 400 000 € hors taxe, soit une baisse de 600 000 €. Cette baisse de prix est très importante, ce n'est pas rien. 600 000 €, vous l'avez rappelé, cher Monsieur Crépel, c'est une sacrée somme pour les finances de la commune. Ce nouveau prix, s'il était validé, ce dont je doute, ramènerait le foncier à 241 € hors taxe le mètre carré. Tarif imbattable dans la métropole et sur notre commune que bien des promoteurs nous envieraient. Aussi, permettez-nous de nous interroger. En commission, le permis de construire délivré n'a jamais été présenté. Nous n'avons donc jamais eu de questions à poser. Ainsi, quel ne fut pas notre étonnement d'apprendre que Harvey proposait à la vente chacune des 297 chambres à des investisseurs privés. Finalement, sans que vous nous l'expliquiez clairement, il s'agit d'un projet validé par votre majorité comme beaucoup d'autres, celui d'un promoteur immobilier, qui, sous couvert d'intérêt général pour la ville, souhaite se faire un maximum de profit. L'intérêt général pour la ville, vous l'aurez tous finalement compris, étant relégué au second plan, voire bien plus loin. Résumons l'affaire. Un promoteur achète un terrain à 3 millions, s'aperçoit que son modèle économique est chancelant, on en reparlera, et demande à la ville une ristourne payée avec nos impôts. La ville l'accepte bien sûr. D'après nos informations, alors j'ai ici le dossier commercial de la société Harvey pour chacune des chambres. Je pourrais vous le faire voir si vous voulez. Une chambre de 18,73 mètres carrés est proposée par Harvey à la vente à 124 298 €, soit un prix au mètre carré de 6 636,30 €, excusez du peu. Si on multiplie le tarif à la chambre par le nombre de chambres à vendre et proposées sur le marché, nous arrivons à un montant de 36 916 506 € TTC. Navré de vous le dire, mais CQFD, rien ne justifie la baisse de 600 000 €. Notre rôle de groupe minoritaire est d'alerter le public, la presse et les élus réunis autour de cette table sur les questions que pose la délibération présentée ce soir. Notre intervention ne serait pas complète sans que nous puissions lier ce projet à l'une des prochaines délibérations présentées également ce soir concernant les locations Airbnb qui deviendront de plus en plus contraignantes pour les particuliers que nous sommes. Nous y reviendrons plus longuement. Nous voterons bien sûr contre cette délibération si toutefois vous décidez de la maintenir. Je vous remercie de votre attention. Madame Goub. Oui, alors un petit mot. Déjà, dans la délibération prochaine, je précise que le prix de vente sera inférieur à celui-là s'agissant de logement social, puisque M. Crépel a dit 310 € et de l'autre côté, donc oui, mais le prix. Deuxième chose, je me suis certainement mal exprimée en commission, mais lorsque j'ai dit que c'était une opération blanche pour la ville, financièrement parlant, je maintiens. Je l'ai peut-être exprimé pas clairement, mais ce sera quand même une opération blanche, étant donné que pour tout le projet sur le site, il y a un tarif global. Et il y a une partie qui va être versée à la ville sous forme une ristourne à la ville pour les travaux réalisés et un prix de vente pour le foncier. Il faut savoir que l'EPF, étant un établissement public, ne peut pas faire de bénéfices. Donc, le prix a été considéré comme élevé. À partir du moment où c'était vendu 300 000 € et que 3 millions, pardon, 300 000 ce serait intéressant, 3 millions,
ça se répercutait au niveau de l'EPF comme étant une plus-value. Or, l'EPF ne peut pas faire ça. Et l'EPF participe aux travaux. Donc, si ça avait été vendu 3 millions, pour les travaux que la ville doit faire sur le site, l'EPF ne serait participé qu'à hauteur de 70%. Là, à partir du moment où l'on baisse, l'EPF participera à 80% pour les travaux. Donc, en résultat, c'est exactement la même chose. C'est pour la ville, ça ne change strictement rien, mais pour l'EPF, c'était gênant, ça lui permettait de faire un bénéfice. Oui, je voudrais ajouter quelques éléments. C'est pas la ville qui vend ce terrain. Qu'est-ce que vous avez raconté encore là? C'est pas la ville qui vend ce terrain, c'est l'établissement public foncier. C'est l'établissement public foncier qui vend une partie de son terrain à la société Harvey. Première chose. Voilà. La deuxième chose, c'est que effectivement, l'établissement public foncier, comme vient de le souligner mon adjointe, c'est un établissement public qui est financé par ce qu'on appelle la TSE, la taxe spéciale d'équipement. Et cet établissement public, il agit pour le compte de la ville pour dépolluer le site et puis pour le revendre une fois que tout est démoli. Et donc pour ce faire, au coût d'acquisition initiale de 7 millions, je crois, il a touché 2 600 000 € de subventions pour pouvoir faire l'ensemble des travaux. Et il doit obéir à des règles. C'est d'ailleurs pas les domaines qui fixent le prix dans cette affaire, mais c'est tout simplement, ils ont un prix cible à respecter. Et si jamais le prix est trop différent du prix cible qui existe, eh bien, il est obligé de tout simplement de minorer les aides qu'il donnerait à la ville lorsque, ultérieurement, il nous recédera le solde du foncier. Et donc, bon, voilà. Donc, l'EPF vend un terrain à la société Harvey, ou alors, c'est bien cela. Bon, donc c'est la société, l'EPF qui vend à la société Harvey. Qu'est-ce que vous venez raconter sur la ville? Ça n'a strictement rien à voir. Donc je pense qu'il y a des moments, après avoir fait des démonstrations en essayant de les faire les plus spectaculaires possibles, la situation elle est extrêmement simple. Voilà, et donc il y a un prix qui ne correspondait pas à ce que pouvait faire l'EPF compte tenu des règles qui s'appliquent à lui et comment dirais-je, des obligations qui sont les siennes. Donc voilà, le dossier est ainsi fait. Il y a eu en plus autre chose qui a été soulignée, c'est que entre le dossier initial et le dossier actuel, il y a une diminution donc importante du nombre de chambres. C'est tout à fait, on passe de 300 cas. Allez-y. Ouais, non mais voilà, il y a aussi la taille du dossier et le dossier en lui-même, c'est écrit dans la délibération, qui a changé puisqu'on passe de 341 à 297 chambres. Il y a des ajustements liés au stationnement et à l'emprise foncière. Et tout ça, l'acquisition de l'emprise foncière se fera d'un seul tenant et sans phasage. Voilà. Et donc c'est pour ça que on accepte une baisse de prise de prix en contrepartie du projet. Mais effectivement, c'est très important. Les 600 000 € de moins, c'est pas pour la ville, c'est l'EPF qui vend. Pas je voudrais que la personne qui, depuis tout à l'heure, fait sonner son téléphone, le ferme ou sorte. Et c'est la dernière fois que je fais cette remarque. Bien, donc voilà, donc en réalité, les conditions d'origine ne sont plus les mêmes. L'EPF nous demande notre avis. Bah, nous disons à l'EPF, bah oui, si les conditions ne sont pas les mêmes, nous sommes d'accord. Voilà. Donc, je vais vous proposer. Oui, monsieur Crépel. J'ai deux requêtes supplémentaires. La première, ce serait d'avoir donc un bilan financier précis de toute l'opération. Donc, quand elle sera clôturée, de l'opération pour la ville avec le terrain et l'EPF. Bon, l'EPF travaille sur notre mandat, donc c'est quand même nous qui fixons le prix, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous délibérons ce soir. Si nous ne délibérons pas ce soir, le prix reste à 3 millions, c'était l'objet de ma demande. Et ensuite, il y a un autre sujet que nous n'avons pas mis dans notre déclaration, mais qui nous avait quand même grandement surpris.
Alors, nous ne sommes pas tous fans de l'économie de marché dans laquelle nous sommes, mais c'est quand même c'est l'économie de marché qui dicte les règles de notre fonctionnement. Nous restons surpris qu'un terrain, la valeur d'un terrain, puisse évoluer selon l'utilisation et l'usage qu'on en fait dans le secteur du privé. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on serait d'accord d'avoir des négociations à la baisse ou autre pour l'usage bailleur ou de l'usage public. Ce n'est pas du tout le cas dans ce dossier et donc on ne comprend pas. À partir du moment qu'ils achètent ce terrain, qu'ils y construisent 10 mètres carrés ou 1000 mètres carrés ou 10 000 mètres carrés, je ne vois pas en quoi cela change la valeur du terrain par rapport à la ville, puisque c'est l'usage de l'acheteur de cette délibération. Donc c'est ça qui nous surprend. Ces arguments que vous nous rappelez, sur lesquels on n'avait pas l'intention d'intervenir, nous ont aussi surpris sur ce dossier, alors que sur d'autres dossiers, on pourrait les utiliser dans un autre sens. Merci à vous. Ok. Bon, en tout cas, je voudrais juste rappeler que on a déjà eu une délibération le 31 mai 2022 et dans cette délibération, il y avait un bilan financier prévisionnel. Et donc, Monsieur Crépel, bien sûr d'accord, lorsque j'aurai davantage d'éléments, nous aujourd'hui on nous demande, l'établissement public foncier nous demande notre accord. Moi, je suis d'accord pour que nous donnions notre accord, compte tenu des éléments que j'ai portés à votre connaissance, compte tenu du fait que sur un même terrain, si on construit moins, c'est la constructibilité qu'on achète. C'est pas un terrain uniquement. Bon, donc sur un terrain, si on fait au lieu de 340, 291, c'est pas pareil. Bon, donc je m'engage bien évidemment, lorsque j'aurai les éléments, à vous les transmettre à la fin de cette opération, parce que pour l'instant, elle démarre. Voilà. Je vous propose... Oui, monsieur. Je voudrais juste intervenir parce que moi, je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis un chef d'entreprise. Et j'entends qu'on est passé par un EPF, mais néanmoins, il est important de souligner ici que l'opération, le profit que sera fait par l'entreprise qui rachète le terrain est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils vont construire des logements, des chambres qu'ils vont revendre immédiatement. Et ils vont livrer, d'après l'offre que j'ai en main, au 4e trimestre 2027. Dans 2 ans, ils auront fait un certain niveau de profit. Ils demandent aux gens à qui ils vendent un engagement de location pendant 11 ans et 11 mois. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire une deuxième opération où ils vont payer 340 € par mois de location et ils vont louer et ils vont faire un profit au fil des années sans avoir du capital employé puisqu'il a déjà et les bâtiments ont été revendus. Quand on part sur les 297, et vous avez fort raison, il faut toujours se baser sur ce qui est construit et pas ce qu'on souhaitait construire. Mais quand on prend 297 logements, on sait, et je vais me baser sur le prix hors taxe, parce qu'effectivement, ils rajoutent du meublant qui est en TVA, des frais, mais juste la partie hors taxe. Quand vous prenez 118 898 €, vous le multipliez, vous arrivez à un peu plus que 35,3 millions de chiffre d'affaires. On va le ramener à 35, on va le ramener en 35. Vous avez le coût de la construction, on sait que pour ce type de bâtiment, c'est entre 1 500 à 2 000 €. Je vais prendre 2 000 €. Vous faites votre calcul, vous arrivez à 11 millions, et je vais l'arrondir à 15 à cause des frais qu'on peut avoir à côté. On parle des parkings et on motive la décision par des parkings qui, une partie sont aériens, une partie sont souterrains. Effectivement, les parkings souterrains coûtent plus cher que les parkings aériens. Les parkings souterrains, on sait que ça coûte entre 20 à 30 000 €. On se base sur 30 000 € le parking, la place. Vous avez 1,4 million qui se rajoute. Vous partez des parkings aériens, c'est encore 1 million. Vous décomptez l'ensemble en mettant 3 millions pour le terrain. D'accord, que ce soit pour la mairie ou pour l'EPF, il reste 14,5 millions. Et je vais être généreux, on va retirer 4,5 millions pour la partie marketing, le rabais et tout ça. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ils viennent nous demander 600 000 ou à l'EPF 600 000 alors qu'il reste 10 millions. Il reste 10 millions dans la première partie de l'opération. La deuxième partie de l'opération se met en place immédiatement et le cash flow de la construction est financé par les gens qui achètent. Donc ils ne sortent même pas le capital employé, c'est les gens qui achètent qui financent l'opération. Une fois que l'opération est terminée, pendant 11 ans et demi, ils tirent un profit tous les mois sur cette opération. Et c'est ça qui nous surprend, monsieur le maire, et on dit juste, ne faudrait-il pas
se reposer la question au vu des chiffres, si effectivement, d'une manière ou d'une autre, il fallait accepter ces 600 000 euros. C'était le point que je voulais souligner et je voulais le motiver par ces éléments. Merci. Je vous remercie. Je n'ai pas votre capacité à faire un bilan d'opération en 3 minutes 27 secondes. C'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus fin et de plus compliqué à réaliser, tant sur les coûts de construction que sur les coûts, comment dirais-je, de réalisation de parking. Bon, je pense que moi, vous êtes chef d'entreprise. Je crois que vous avez des responsabilités extrêmement importantes dans des entreprises. Je pense que bon, moi, ils ont le droit de gagner de l'argent. Hein, je ne les empêche pas. Je crois que dans cette affaire, il y a un établissement public foncier particulièrement, je veux dire, encadré, qui nous demande un avis. On donne un avis en fonction d'un établissement public foncier qui doit répondre à des critères extrêmement stricts, mais stricts. Bon, je pense qu'il a fait son analyse. Il nous demande, comment dirais-je, un avis. Nous donnons un avis. Tant mieux après s'il y en a qui réalisent une opération qui leur permettra de dégager un bénéfice. Ils seront bien les seuls à aujourd'hui faire un bénéfice, puisque quand on connaît la situation de tous les promoteurs aujourd'hui de la planète France, je pense que je voyais le président des promoteurs de France il y a quelque temps, qui me disait que dans le Nord, il y a une baisse de 80%, des ventes, ou de 88%, bon, des ventes en ce moment par les promoteurs. Donc dire que demain matin, ils vont gagner beaucoup d'argent, bon, on verra. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Hein. Moi, voilà, je suis un libéral, je suis pour le modèle économique, un modèle économique que tout le monde ne partage pas ici autour de la table. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si on répond favorablement ou non à une demande qui nous est faite par l'établissement public foncier. Ben voilà. Donc moi je réponds favorablement à cette demande, compte tenu des explications qui nous ont été données, compte tenu des premiers éléments sur le bilan d'opération qu'on avait eu, sur le bilan prévisionnel qui nous avait été présenté, une acquisition amiable, des frais d'acquisition, des frais de gestion, des travaux de démolition pour 3,3 millions hein, quand même. Bon, et puis comment dirais-je, des travaux effectivement qui ont été subventionnés par de l'argent public. C'est encadré et ils doivent rester dans une épure financière qui est fixée par la loi. Bon, bah, c'est tout. Moi, il me pose une question, j'y réponds et je pense que bon, ce dossier est une chance pour la ville, comme on l'avait dit au début, parce que on avait quand même rappelé au début pourquoi on est tous d'accord sur cette affaire, puisque vous avez voté la délibération. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il ne faut pas dire aujourd'hui que ça ne vous plaît pas, ce genre de modèle économique. Hein. On a voté cette opération parce qu'on a dit, attendez, prenons juste 2 exemples. On a la société Le Safre, qui a créé le plus grand centre de recherche mondial entre Marquette et Marcq-en-Barœul, et qui reçoit des chercheurs du monde entier. Et ces gens-là, plutôt que d'aller dans des... Ils viennent pour 1 mois, 3 mois, 6 mois. Idem pour Domios, qui a son centre de recherche à Marcq-en-Barœul et qui a 750 personnes qui viennent du monde entier. Et ces gens-là, jusqu'à présent, ben, ils allaient dans des chambres d'hôtel qui étaient pas vraiment adaptées pour du long séjour, ou plus exactement du moyen séjour. Et donc on a dit, mais c'est une chance formidable. On a 3500 entreprises à Marcq-en-Barœul. On a des leaders mondiaux tels que, oui, Decathlon, donc Domios, comme Le Safre, d'accord, comme Holder, comme plein d'autres sociétés, 3500. Ils accueillent des gens et on trouve que c'est un plus dans la ville. Ben oui, donc moi je serai très heureux le jour où ce sera réalisé, parce que je pense que ça correspond vraiment à un modèle. Et puisque vous avez tout à l'heure sorti les plaquettes, qui est le signe que vous avez un certain nombre d'informations sur ce dossier, nonobstant vos dénégations, il y en a plein en France de réalisations de cette nature. Et toutes les villes s'enorgueillissent d'avoir ce type de réalisation. Alors il ne faudrait pas que sur Marcq-en-Barœul, quand on a un cinéma, ce ne soit pas une bonne idée. Quand on a, comment dirais-je, un cinéma, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Quand on a, comment dirais-je, une opération comme celle-là, ce serait pas une bonne idée. Mais enfin, c'est des chances. Quand on a l'école européenne, c'est pas une bonne idée non plus. Mais
je veux dire, on essaye tout simplement un peu d'être dans le coup et de répondre à des demandes nouvelles, parce que ce type de logement qui s'appelle le co-living, c'est un truc, je m'excuse de vous le dire, un truc de jeune. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle manière d'aborder le logement. Voilà, tout simplement. Donc, je crois qu'on essaye, nous, de répondre à des modèles économiques qui sont des modèles, j'allais dire sans mépris pour personne, actuels. On va peut-être voter, Monsieur Tonnel, si vous voulez. Monsieur Papiachvili dira un petit mot après. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ça commence à bien faire, votre histoire. Hein. Je le dis gentiment, très gentiment. On a voté pour la délibération parce que, effectivement, nous sommes d'accord avec vous sur le fond. C'est très clair, très net. On trouve qu'il y a un besoin sur la ville. On l'a dit, on l'a répété. Donc, ne nous faites pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Le besoin, il est là, ok. Jamais... Et si c'est le cas, si vous dites le contraire, trouvez-moi un enregistrement ou trouvez-moi un compte-rendu où vous nous avez dit que la société Harvey allait vendre les 380, je ne sais plus combien de chambres, à des privés. Jamais vous nous l'avez dit. Vous nous avez présenté ce dossier, on n'a jamais vu les plans. Il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues. De toute façon, à part la délibération, nous n'avons jamais rien vu. Donc il faut arrêter un petit peu, stop, ça suffit, de nous faire passer pour des idiots, parce que là, ça commence à bien faire. Je le dis gentiment, vous commencez sérieusement à m'agacer. Merci. Vous perdez vos nerfs, là, monsieur de Tonnel, mais enfin, c'est pas grave. Mais, alors, monsieur Papiachvili. Oui, je voudrais apporter quelques observations au cours de comptabilité de monsieur Wald et lui dire que, en sa qualité de chef d'entreprise, en préambule, il devrait se réjouir qu'une société, finalement, fasse des profits sur une opération. C'est quand même le but premier d'une entreprise. Et je ne vois pas non plus le lien, en fait, entre les 600 000 euros, entre guillemets, de rabais et l'opération in fine. Puisque, quand bien même ce rabais n'existait pas, finalement, si je comprends bien votre démonstration, Harvey ferait quand même une opération assez importante. Mais voyez, vous êtes chef d'entreprise, alors je ne sais pas dans quel domaine, mais sûrement pas dans l'immobilier, puisque on est ici quelques-uns, et je pense à Jean-Louis Munch, à connaître la réalité de ce qui se passe dans l'immobilier, et notamment dans l'immobilier neuf, où Pascal Boulanger, qui est un grand promoteur issu de notre région et président de la fédération des promoteurs, nous explique qu'aujourd'hui, il y a une opération sur deux qui est déficitaire. Donc, moi, je serais très heureux que limite Harvey vous embauche en réalité, et que la fédération peut-être des promoteurs immobiliers vous embauche, c'est urgent, pour que vous puissiez les sortir de la crise avec la démonstration que vous faites, qui en réalité n'est pas du tout la réalité du terrain qu'on rencontre aujourd'hui, où je rappelle que le logement est en neuf, pas la rénovation, le logement neuf est en grave crise, et c'est pas près de s'arrêter dans les années à venir. Juste un droit de réponse, si je peux. Attendez, monsieur. Vous voulez la parole, monsieur Wald? Je vous donne la parole, monsieur. Il faut la demander pour l'avoir. Je vous demande la parole. Hein, voilà. Je vous demande d'écouter ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Je ne remets pas en question le profit des entreprises, loin de là. Je me suis juste interrogé pourquoi on peut demander un rabais à l'EPF de ce montant, sachant que les profits qui sont générés par la partie privée est aussi importante. Donc c'était le seul propos que j'ai émis. Après, si vous avez d'autres chiffres à me donner, libre à vous de me les donner. D'accord? Et concernant les cours de comptabilité, j'ai certainement pas de leçons à recevoir de votre part. Voilà, merci. Bien, merci. On va peut-être en rester là. Donc, fort des explications et des demandes de l'EPF, qui est un établissement public qui n'est pas là pour faire des profits et qui nous demande donc d'accéder à la demande qu'il a présentée, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, qui est contre, voilà, qui s'abstient et qui est pour. Merci à vous. Nous allons poursuivre notre dossier. Alors, Madame Goub, vous avez d'autres délibérations? Oui, monsieur le maire.
Donc, la délibération suivante porte sur les modalités de cession des emprises foncières rue Nationale et rue Montgolfier. Donc, depuis plusieurs années, on en a déjà parlé, on a eu une étude urbaine et paysagère sur le quartier du Pont, sachant que c'est un quartier en pleine mutation et très dynamique. Donc, nous en avons déjà parlé, notamment lors du conseil municipal du 16 avril 2024, quand on a fait le bilan de la concertation qui avait eu lieu dans le quartier. Donc, c'est ainsi que sur les sites des rues Nationale et Montgolfière, plus souvent appelés sites d'Olage, pour faire simple, est prévue une opération de mixité sociale, avec des logements de différents types, et surtout différentes typologies, donc pour lesquelles sont prévus une architecture et des aménagements de qualité. Il est prévu sur ce foncier d'un peu plus de 5000 m², 5048 pour être précise, que la ville procède à la déconstruction et à la dépollution du site, puis que le terrain soit cédé en terrain à bâtir à la société Villogia. Selon le PLU et le zonage du quartier, la construction possible autorisée sur le site est de plus de 18 000 m² de surface de plancher. Mais pour éviter une densité trop importante, la ville a souhaité ne développer des logements que sur 7 500 m². Donc vous voyez, souhait de la ville 7 500, possibilité plus de 18 000. En juin 2005, France Domaine a estimé la valeur vénale du bien à 205 € du m² de surface de plancher, puisqu'il s'agit de logements locatifs sociaux. Donc, la valeur totale de la cession serait d'1 837 500. La délibération qui vous est proposée aujourd'hui a pour objet d'envisager la cession par la ville à Villogia sur cette base, donc 1 837 500 €, avec les conditions suspensives habituelles que l'on retrouve, l'obtention du PC, le permis de construire, l'obtention des financements et les modalités de paiement. Et bien sûr, le déclassement de ce foncier du domaine public communal vers le domaine de Villogia. Donc, la délibération, c'est de décider la cession du foncier à la société Villogia et au déclassement de l'emprise foncière concernée. Est-ce qu'il y a une observation sur ce dossier? Monsieur Crépel. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous accueillons avec plaisir la délibération concernant la cession de la friche d'Olage. Néanmoins, nous profitons de cette délibération pour faire quelques commentaires sur le devenir du site. Cette délibération marque l'arrêt du grand projet évoqué par le passé. Il se fera peut-être, mais par morceaux. Cela en retirera un attrait, notamment quant à l'aménagement de l'entrée de ville par la rue Nationale. Le projet, bien qu'inférieur aux possibilités constructibles, construira quand même 110 logements sur un peu plus de 5000 m² de foncier. Pour nous, il est inenvisageable une construction en front à rue, notamment rue Montgolfier, qui se compliquera avec la taille réduite du projet. Enfin, les riverains nous font quand même remarquer que 115 places de parking pour 110 logements, c'est quand même peu dans un quartier où c'est déjà très tendu en question de stationnement. Enfin, nous souhaitons rappeler notre volonté de voir modifier le PLU pour avoir la possibilité de construire sur une partie de la friche Carambar, cela pour diminuer la densité envisagée sur le site de la friche d'Olage et peut-être Decaux. Avec nos réserves, nous voterons favorablement cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Crépel. Bon, je rappelle quand même que c'est un dossier qui a fait l'objet de concertation depuis, j'allais dire, des années. Bon, et donc nous avons fait la restitution de la concertation dans cette enceinte qui a été votée. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de remettre tout le dossier sur la table. C'est un dossier qui a fait l'objet. Voilà, nous on est dans les modalités aujourd'hui de vente du terrain pour que l'affaire puisse maintenant se dérouler comme il est prévu qu'elle se déroule. Et voilà, la concertation elle a largement eu lieu.
les réunions, on en a fait je ne sais combien. Voilà. Bon. Donc, je pense que ce qui est important, enfin, d'abord, je note votre accord. Peut-être est-il intéressant que M. Munch puisse maintenant nous présenter la délibération qui est complètement connexe à ce dossier, et je voudrais qu'il nous explique donc effectivement la participation que la ville va faire dans ce dossier. Voilà, c'est alors voilà, donc effectivement dans la continuité du sujet que vous avez abordé, nous proposons effectivement une participation financière à la société Vilogia dans le cadre de son opération doulage. Vous savez que effectivement dans le cadre de la carence de logements sociaux, nous avons une participation à payer de 490 000 € à peu près, hein, donc j'arrondis, et cette participation peut être soit effectivement payée sous forme d'amende, soit effectivement sous forme de participation dans le cadre d'opérations réalisées par des bailleurs sociaux. Alors justement dans cette opération, nous proposons dans cette délibération de faire 3 versements d'un total de 1 100 000 €, correspondant effectivement à ce que l'on fait habituellement dans les autres délibérations, à savoir une participation de 10 000 € par logement. Donc effectivement, ça correspond à une opération de une participation de 1 100 000 € qui serait répartie sur 3 exercices. Le premier exercice, donc cette année, un versement de 400 000 €, un versement de 400 000 € l'année prochaine et un versement de 300 000 € dans 2 ans. Donc cela nous permet de réguler, et d'être en phase avec la pénalité que nous payons, hein, qui est de 490 000 €. Donc il reste effectivement encore 90 000 € cette année. Je ne sais pas si je parle de la résidence Moreau qui... Après, d'accord, voilà. Donc ça permet effectivement de participer largement à l'équilibre financier de l'opération doulage. Très bien, je pense que les deux, pour qu'il y ait une cohérence et qu'on comprenne bien le sujet, 1, nous vendons le terrain à la société Vilogia, 2, nous allons abonder donc à hauteur de 10 000 € par logement, mais qui s'impliquera sur le montant de la transaction foncière pour aider à la réalisation de logements sociaux dans la ville. Je rappelle, mes chers collègues, avant de donner la parole à M. Tonnel, qui l'a demandé, que nous avons sur Marc-en-Barœul signé un contrat de mixité sociale qui nous engage à produire un certain nombre de logements sociaux pour nous rapprocher progressivement des 25% de logements sociaux. Nous tangentons, je l'espère prochainement, les 20%. Il faudra qu'on poursuive encore cet effort, mais pour justement que l'on avance bien dans ce domaine, eh bien, nous voulons aider ce dossier dans lequel, M. Crépel a rappelé le nombre global de logements, 33 PLAI, 33 plus 44 PLS, qui permettent donc tout simplement une mixité sociale et un vrai parcours résidentiel dans la ville de Marc-en-Barœul pour toute une population, je l'espère, de jeunes ou de plus aînés qui relèvent du logement social. Voilà, donc c'est l'objet de ces 2 délibérations, la première sur la cession du foncier et la prochaine sur l'aide apportée par la ville. Alors, Monsieur Tonnel, vous avez demandé la parole. Oui, juste pour vous dire, Monsieur le maire, que nous voterons bien sûr favorablement ces 2 délibérations. Nous en sommes très très satisfaits. La première parce que vous construisez moins que la loi le permet, Madame Goub l'a rappelé tout à l'heure, et donc on se félicite de ça. Et la deuxième parce que investir la pénalité que nous devrions payer en cash à l'État via cette formule, ça nous paraît, on l'a déjà dit plusieurs fois en conseil, ça nous paraît être une très très bonne opération. Donc bravo pour ces 2 délibérations. Je vous remercie. Merci. Monsieur Crépel. Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, nous souhaitons débuter notre intervention par notre soutien et accord avec la décision prise par le passé de soutenir les bailleurs à la création de chaque logement social à hauteur de 10 000 € par logement. C'est le moins que pouvait faire notre ville. Nous continuons à dénoncer pourtant les 1 000 logements sociaux manquants dans notre ville. Ce projet Vilogia va dans le bon sens, mais permet de mettre en évidence l'importance de la pénalité et l'intérêt de la commune d'augmenter son action dans ce domaine. Nous voterons favorablement.
Merci à vous. C'est un effort important fait par la ville et c'est vrai que 1000 logements sociaux, si on fait 30%, ça représente comme une masse de logements considérable. Encore faudrait-il avoir le foncier pour le faire sur la ville de Marcq-en-Barœul. Et je pense qu'il ne faut pas recommencer à faire une briqueterie bis, c'est-à-dire du 100% de logements sociaux sur un immense tènement. Je crois qu'il faut, comme nous le faisons, sur chaque opération, et on est bien également tout à fait en phase avec ce que vous avez dit, pour poursuivre cette action lorsque la société Deco aura fixé ses intentions définitives de déménager du site où elle se trouve, ce qui permettra de prolonger l'opération en cours et de lui donner toute sa cohérence dans un projet quand même d'urbanisme et d'architecture qui est très beau. Bon, donc on va voter. On reviendra quand même tout à l'heure sur la délibération annexe de M. Munch. Qui est contre ce dossier? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci de votre accord unanime. Alors, il y a une convention avec Marquette et il y a une nouvelle délibération de Madame Goub. Alors ici, c'est vraiment une délibération toute simple. Il y a des travaux sur la RD 617 depuis un certain temps. Un premier tronçon a été fait entre la rue Gabriel-Péri et la rue du Lazaro, pour lequel on avait passé une convention avec Marquette, puisque sur une partie de la longueur, les deux villes sont riveraines. Maintenant, il faut continuer les travaux, ils sont d'ailleurs en cours. Donc une partie est réalisée par l'AMEL, tout ce qui est assainissement, etc. Mais comme pour la première partie, les deux villes de Marcq et Marquette souhaitent passer une convention pour simplifier la gestion du chantier, surtout en termes de végétalisation. Donc c'est simplement, on vous demande l'autorisation de signer une convention identique à la précédente avec la ville de Marquette. Je remercie beaucoup, moi, ma collègue Françoise Goub, parce que ça a été un gros travail de discussion. Et puis je remercie la mairie de Marquette, parce que voilà, cette rue, elle est séparée. D'un côté c'est Marquette, de l'autre côté c'est Marcq. Et vraiment, il y a eu un beau travail de fait. Très objectivement, on peut dire que ce qui avait été réalisé sur Marquette avec les espaces devant, nécessitait quand même peut-être un petit peu plus de cohérence. Grâce à cet accord, on peut faire une vraie piste cyclable en site propre. On va pouvoir donc organiser un petit peu mieux. Il y avait souvent des poubelles qui traînaient un peu n'importe comment. Bon, tout ça va être revu et je pense qu'on aura une très très belle entrée de ville de ce côté. Bon, donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient et qui est pour? Je vous en remercie. C'est Pascal Herbier qui présente le rapport. Ah non, mais Catherine n'est pas là, donc qui présente. Alors en fait, ma collègue Catherine Jonquet n'est pas présente, mais il y a une présentation du rapport d'activité 2024 du concessionnaire des établissements d'accueil du jeune enfant, la Buissonnière et la Petite Buissonnière, par le concessionnaire Rigolo comme la vie. Et comme Catherine n'est pas là, mais que mon adjoint en finance a fait un gros travail et a rencontré à plusieurs reprises avec Catherine le gestionnaire, je pense que ce serait peut-être intéressant que Monsieur l'Herbier puisse nous présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire. Oui, effectivement, un gros travail a été réalisé avec Rigolo comme la vie, notamment la direction parisienne qui sont venus nous rencontrer. On ne peut que se féliciter parce que de 78% d'un taux d'occupation en 2023, ils sont passés à 85%. Que l'augmentation du nombre de personnes qui ont été accueillies est de 16,60% en plus. En plus, on se félicite, comme on leur avait demandé, de mettre un maximum d'employés auprès des enfants et non pas de direction. De 18,42 personnes en 2023, ils sont passés à 23,40 personnes, donc il y a eu 5 embauches. Et ces embauches ont été entièrement affectées au niveau de l'accueil des enfants et de l'utilisation des différents outils pour les enfants. Voilà, moi j'ai quand même me réjouir d'un point de vue financier de cette belle réalisation. Et d'un point de vue humain aussi, je vous le rappelle, mais vous le savez, mais c'est peut-être utile de le rappeler, comme c'est indiqué dans la délibération, cet équipement permet l'accompagnement d'enfants en situation de handicap
C'est quelque chose d'assez rare d'ailleurs donc dans la métropole et lilloise. Et donc il y a 10 enfants qui ont été accueillis en 2024, donc qui sont en situation de handicap dans cette structure. On ne peut que s'en réjouir. Voilà, donc il s'agit de prendre acte du rapport annuel. Est-ce qu'il y avait des demandes de prise de parole? Pas de... Ah, Monsieur Tonnel, allez-y. Merci, Monsieur le maire. J'avais effectivement signalé à Monsieur de Bailleul que nous pourrions prendre la parole en fonction de ce que nous apprendrions dans vos propos liminaires. On a reçu un mail, donc dans la délibération, nous n'avions pas le rapport financier, encore une fois, il n'y avait aucun chiffre, donc c'était compliqué pour nous de pouvoir nous prononcer, de prendre acte ou de ne pas prendre acte sur cette délibération, étant donné que nous n'avions aucun chiffre. Donc nous avons demandé les chiffres, ils nous ont été communiqués, on vous en remercie grandement, et j'ai posé la question ce matin, non, cet après-midi à 14h24, on m'a répondu sur le montant de la redevance d'occupation du domaine public. On m'a répondu que c'était 2 000 € hors taxe. Je voulais savoir, alors, on ne précise pas si c'est annuel, pardon, ou si c'est mensuel. Est-ce qu'il s'agit de 2 000 € hors taxe pour les 2 crèches par an, ou est-ce qu'il s'agit de 2 000 € hors taxe par mois, ce qui change un peu les choses. Merci de votre précision. Monsieur Tonnel, il n'y a aucun élément qui fait apparaître 2 000 €. Hein. Pour moi, la compensation de la ville, c'est 210 000 € annuels. Les deux. Attendez, pardon, excusez-moi. Allez-y, Monsieur Tonnel, je vous donne la parole, bien volontiers. Pardon, je suis trop dynamique peut-être. Oui, effectivement, la ville verse à la crèche, pour que le public comprenne bien, au titre de la délégation de service public, 200 000 €, un peu plus de 200 000 € par an. Mais la crèche nous paye un loyer, puisque nous lui mettons à disposition des magnifiques équipements. Et c'est la question, c'est quel est le loyer de la crèche? Est-ce que c'est 2 000 € par an ou 2 000 € par mois? Merci beaucoup. Bien, écoutez, je pense qu'il vous sera répondu à cette question-là donc dans les jours qui viennent, je suppose. Moi, je l'ignore aujourd'hui. Voilà, donc vous posez une question. Mais vous savez, ce sont des questions qui peuvent être posées en commission, Monsieur Tonnel. N'hésitez pas à le dire en commission. Je pense que comme ça, on vous répondra. Et si vous êtes... je ne vous mets pas de reproche, mais si vous venez à la commission, bah, vous dites, voilà, je voudrais avoir une précision sur ce sujet. Et comme ça, bon, on peut vous fournir tous les éléments utiles et il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Bon. Donc, ça fait partie du contrat d'origine, d'ailleurs, puisque ce n'est pas la première fois. Hein, donc, on a déjà prêt. Je veux dire, chaque année, on le présente. Hein. Donc, monsieur L'Herbier. Je voulais apporter une précision, c'est qu'en fait, effectivement, il y a un loyer dont je n'ai pas le montant, hein, honnêtement, mais que la programmation des investissements avoisine les plus de 80 000 € d'investissement qu'ils ont fait, eux, personnellement, pour le mobilier. Bien. Si vous le voulez bien, nous allons voter, prendre acte de cette délibération. Alors, donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Chastan. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, un certain nombre de délibérations assez inhabituelles, j'allais dire, dans ma délégation des ressources humaines. Je vais d'abord commencer peut-être par les 2 premières délibérations qui sont la reconduction d'1 an de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Prévention Culture Formation, donc dans le cadre, j'allais dire, du domaine de la délégation de la prévention, hein, sur le quartier entre autres de la briqueterie. Cette convention arrivait à terme ici en fin d'année. D'un commun accord avec, j'allais dire, les responsables de cette association, nous avons décidé de ne la reconduire que d'1 an, compte tenu des prochaines échéances municipales. Voilà, donc et elle est reconduite sur les mêmes bases, j'allais dire, financières que précédemment. La deuxième délibération, c'est une adhésion au dispositif interne qu'a mis en place le CDG pour le signalement des actes de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, de harcèlement, de discrimination, d'agissement sexiste et de menaces. Bon, ça c'est quelque chose qui était également en place les années précédentes. Comme le CDG a une cellule qu'il met à disposition des collectivités, eh bien écoutez, on renouvelle, enfin on vous
propose de renouveler notre adhésion à cette structure, sachant qu'il y a 2 personnes identifiées au sein de la collectivité, un homme, une femme, pour recevoir, j'allais dire, les doléances ou les signalements qui pourraient être faits d'agents subissant des violences, qu'elles soient morales ou physiques, et qui les accompagnerait pour j'allais dire, qu'ils soient entendus par cette structure au sein du CDG. Ensuite, il y a exactement 10 délibérations, c'est assez inhabituel, et il faut savoir que désormais, lorsqu'il y a création d'un poste, la trésorerie nous demande j'allais dire, de faire une délibération à chaque création de poste, ce qui habituellement vous a été proposé sous forme d'un tableau des effectifs avec un toilettage régulier, et d'ailleurs la dernière délibération, c'est le tableau des effectifs. Et bien ici, donc, il y a des créations de postes qui désormais doivent passer par une délibération. Bon, vous l'entendez, assez contraignant, mais c'est pas une décision de la collectivité, c'est quelque chose qui nous est imposé, pardon, par la trésorerie. Bien, merci beaucoup. Je crois que M. Crépel a demandé la parole sur la délibération qui est relative au FCP, c'est ça? Tout à fait. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous regrettons le maintien de la part variable pour le FCP. Vous n'êtes pas sans savoir que le 11 octobre prochain, le mouvement associatif sera fortement mobilisé car devant les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission, ils revendiquent le besoin de financement pérenne. Le choix fait de mettre à nouveau une partie de la subvention sous condition, le soutien au FPC, mais aussi pour d'autres associations, crée des incertitudes financières pour ces associations. Merci, Monsieur le maire. On votera quand même la délibération. Bon, écoutez, j'allais dire, c'est une convention qui a été, j'allais dire, établie en plein accord avec les responsables, qui eux n'ont jamais remis en cause, j'allais dire, cette répartition d'une part fixe et d'une part variable. Force est de constater qu'à aujourd'hui, la subvention a toujours été accordée dans sa totalité, mais je pense que c'est également une stimulation, quoi. J'allais dire, il est normal également qu'à un moment donné, il y ait, j'allais dire, un compte rendu qui nous soit fait, compte rendu d'ailleurs qui nous est fait régulièrement jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, que d'ici fin 2026, les choses n'évoluent pas dans le même sens. Bien, oui, c'est en parfait accord avec eux qu'on a fait cette convention. Bon, qui est favorable aux délibérations globalement de Monsieur Chastan? Unanimité. Merci beaucoup. Je vais demander à Monsieur Jean-Louis Munch de présenter ces délibérations. Voilà. Je commence par Rue Moreau pour... Oui, bien sûr, oui. Donc en fait, cela fait suite à la délibération que l'on a votée tout à l'heure pour Villogia au sujet de Doulage. Et donc, comme je disais tout à l'heure, sur l'enveloppe qui nous est demandée, il reste donc 90 000 € que nous proposons de donner à Logis Métropole dans le cadre de la réhabilitation des logements qui sont situés rue Moreau. Alors c'est une très grosse opération de rénovation qui va se faire dans cette résidence, puisque Logis Métropole investit à peu près 10 millions d'euros pour réhabiliter l'ensemble des immeubles, l'ensemble des entrées et des immeubles. Le but étant effectivement de mettre ces bâtiments aux normes énergétiques qui sont obligatoires aujourd'hui. Et dans le cadre de cette réhabilitation qui se conclura par un bâtiment qui sera vraiment complètement transfiguré, puisqu'en fait il va être habillé de briques blanches, d'un bardage clair en fait. Et donc ces matériaux vont remplacer les parois verticales qui sont en ardoise noire amiantée, et donc ça va complètement éclaircir et valoriser le quartier. Donc il y a à peu près 125 000 € d'investissement par logement, ce qui est considérable. Donc ils vont refaire à la fois l'extérieur et à la fois l'intérieur des logements, sol, peinture, plomberie, etc. Enfin, bref, c'est une rénovation complète. Donc ils se sont rendus compte qu'effectivement, avec les espaces communs
qui n'étaient pas utilisés et en complétant légèrement la volumétrie de l'ensemble, il était possible de créer 9 nouveaux logements. Et donc, c'est dans le cadre de la création de ces 9 logements que nous proposons d'allouer une somme de 90 000 euros pour donc 9 fois 10, 10 000, 90 000. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des observations sur ce dossier? Bon, voilà, ça participe à l'engagement que nous avions pris d'accompagner les bailleurs pendant ce mandat sur la réhabilitation du parc locatif social et dans le cadre aussi des décrets donc qui obligent l'ensemble des Français à travailler sur l'isolation thermique notamment, mais là c'est un très beau travail qu'ils vont faire. Nous n'avons pas encore de dossier à finaliser sur ce dossier. Je pense qu'il y a eu une présentation qui a été faite par la société Logis Métropole à l'ensemble de ses locataires et que l'accueil a été plus que favorable. Donc, voilà. Et la démarche locative a été démarrée avec effectivement voilà, la rencontre de tous les locataires qui sont tous ravis de l'opération. D'accord. Bien, qui est favorable à ce dossier? Merci à vous. Pas de vote contre, je crois pas. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, donc la délibération relative à Villogia, nous l'avons votée. Enfin, je pense qu'on était tous d'accord tout à l'heure. Ensuite, sur les conditions de voilà. Donc délibération suivante. Donc alors, il concerne effectivement la mise en place d'un règlement fixant les conditions de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Donc, vous savez effectivement que la ville de Marcq-en-Barœul est classée parmi les 39 communes de la loi en zone... parmi les 59 communes de la MEL, nous faisons parmi... Oh là là, je recommence. Donc, nous sommes classés effectivement en zone tendue comme 59 autres communes de la métropole. Alors, vous savez également, donc on a largement parlé de la carence de logements sociaux. Donc, la ville de Marcq, dans ce cadre, a mis en place un certain nombre de mesures. On a adopté, en conseil municipal, un certain nombre de mesures à la fois dans le plan local d'urbanisme, en mettant en place notamment un contrat de mixité sociale depuis 2023. On a mis en place une servitude de mixité sociale qui est inscrite au PLU. On finance les logements sociaux, comme on vient de le faire à l'instant. On a instauré également une autorisation préalable à la division. Et on a instauré également un partenariat avec la Fabrique des quartiers depuis 2016. Alors depuis un certain nombre d'années, on a constaté effectivement une augmentation vraiment très importante de l'offre locative de meublés de tourisme. Et donc ce constat, il est à la fois on peut le constater en termes de nombre, mais également en termes de désordre que cela provoque, puisqu'effectivement, on est régulièrement, il y a un certain nombre de plaintes qui sont émises par le voisinage qui subit les désagréments des logements meublés de tourisme, également par les copropriétés dans lesquelles il y a des meublés de tourisme. Pour prendre un exemple, par exemple, des gens qui louent pour un week-end avec leurs poubelles, il est courant que leurs poubelles soient laissées dans les parties communes, par exemple. Dans des logements de grande taille, régulièrement, il y a des fêtes qui sont organisées et puis, effectivement, la police est appelée pour des nuisances sonores. On a constaté donc en termes de nombre que depuis entre 2020 et 2000, j'ai oublié mes lunettes. Entre 2024, entre
entre 2020 et 2024. Donc on est passé de 52 logements à 137 logements qui ont été mis en location provisoire. Quand l'AMEL a 50% d'augmentation de location, nous on est à 119%. Quand l'AMEL est à plus 78% de logements réservables de plus de 20 jours, nous on est à 163%. Donc c'est vrai qu'il y a une augmentation très importante, alors qui est également qui résulte de l'application de la nouvelle loi par la ville de Lille, de la Madeleine, qui ont mis en place effectivement ce nouveau dispositif qu'on vous propose ce soir. Donc par effet plumeau, effectivement, on récupère un certain nombre voilà, on récupère une augmentation très conséquente de cette augmentation. Voilà. Et donc, la loi ALUR, nous permet de mettre en place un dispositif qui instaure un régime d'autorisation de changement d'usage. Alors, cette procédure de changement est un dispositif qui vise à lutter contre la pénurie de logements. Sa mise en œuvre a pour effet de soumettre à autorisation de transformation tout logement en un local à autre usage, notamment de meublé de tourisme. Alors, ce règlement de changement d'usage défini par la commune s'appliquera à partir du 1er janvier 2026 et donc il prévoit un principe de compensation pour les locaux d'habitation comprenant 2 pièces principales ou plus ou faisant plus de 45 mètres carrés de surface habitable et donc situés sur l'ensemble du territoire de la commune. Voilà, et donc ce dispositif, c'est vraiment un dispositif qui est réservé à tous ceux qui louent plus de 120 jours leur logement. Donc ça ne va pas empêcher effectivement un particulier de louer une chambre, c'est pas du tout restrictif, c'est vraiment pour ceux qui en font un usage professionnel et économique en fait. Donc c'est vraiment un outil de lutte contre l'abus de location. La deuxième délibération qui suit, elle concerne effectivement la mise en place de ce dispositif. Et donc, c'est l'institution de la procédure d'enregistrement des meublés de tourisme. Et en fait, elle nous permettra de mettre en place le téléservice qui permet l'identification des meublés de tourisme. Donc c'est la partie technique de la délibération précédente. Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Merci. Monsieur Crépel. Oui, monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est au sujet des 2 délibérations. Alors, on peut faire un constat sur le logement dans notre ville. Il y a un certain nombre de logements vacants, mais il y a aussi des centaines de mètres carrés qui sont aussi vacants chez l'habitant, bien souvent. Donc, c'est un choix que font les habitants. En tout cas, nous ne partageons pas ce choix fait par ces supports de location, mais d'autres choix pourraient être faits, organisés par des associations, comme parfois le logement intergénérationnel. C'est des associations qui promeut ce genre de possibilités et de permettre à des jeunes, étudiants ou travailleurs, de loger avec une personne plus âgée, qui permet aussi d'avoir des relations sociales. Notre ville pourrait porter un projet dans ce sens. Nous voyons plutôt d'un œil favorable cette disposition permise par les textes est déjà mise en place dans d'autres communes voisines. La pression pour accéder à un logement à un tarif raisonnable dans notre ville n'est que croissante. Les meublés Airbnb y participent. La volonté de contrôler et limiter ce type de location n'est que louable. Mais nous souhaitons indiquer que ce dispositif pris seul aura peu d'impact sur le prix des loyers. Il existe d'autres mécanismes que d'autres villes de l'AMEL ont aussi mis en place, comme les loyers bloqués par exemple. Trop de Marcois sont contraints de quitter notre ville pour des raisons financières alors qu'ils y sont socialement installés depuis longtemps. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Tonnel, vous avez demandé la parole ?
Merci, Monsieur le maire. Vous vous douterez bien que, cher Monsieur Crépel, que nous aurons une position totalement différente. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, les deux délibérations qui nous sont présentées ce soir visent à établir des règles d'enregistrement et de contraintes pour les propriétaires souhaitant louer un bien en meublé de tourisme. C'est ce qu'a déjà fait la ville de Lille et nous le regrettons. Comme évoqué en commission, nous ne sommes pas favorables du tout à ces deux délibérations. Pour notre part, nous n'avons pas le souhait de suivre les contraintes nouvelles portées par des idéologies qui ne correspondent en aucun point à nos positions politiques. Permettez-nous d'en détailler les raisons ici ce soir. Le secteur du bâtiment en particulier et du logement en général souffre terriblement de nouvelles contraintes qui ont été mises en place. Les propriétaires bailleurs se détournent du placement dans la pierre et le résultat est net et sans appel. Beaucoup se séparent actuellement de leur immobilier. Ceci accroît encore plus les difficultés dans le secteur du logement et déstabilise énormément ce secteur, comme je viens de le dire, déjà fragilisé. Les contraintes que vous souhaitez mettre en place s'attaqueront aux petits propriétaires. C'est la deuxième raison pour laquelle nous ne voterons pas ces deux délibérations. Les contraintes que vous souhaitez mettre en place ne s'attaquent pas aux propriétaires parfois indélicats, qui transforment en un immeuble, souvent une maison, et on en a parlé en commission, en plusieurs chambres de colocation. Ceci sans l'obligation de créer des places de parking, un local vélo ou un local poubelle. Le risque est grand pour les propriétaires de meublés de se tourner vers ces colocations qui ne font l'objet d'aucune réglementation. Nous en avons encore une fois discuté en commission. Vous comprendrez que pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas favorablement ces deux délibérations et je vous remercie de votre attention. Oui, Monsieur Cattelin, vous voulez prendre la parole. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur Crépel, voilà, je vous ai entendu parler de la vacance de logement et effectivement, je crois que c'est un sujet dont on a tous conscience. Je pense qu'ici, tous autour de la table, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un Marquois ne vienne vous voir en disant je ne trouve pas à me loger. Et effectivement, il y a un sujet dans nos villes où, on parlait tout à l'heure de la promotion immobilière, mais où de plus en plus de jeunes, mais pas que, des aînés, cherchent à se loger et ne trouvent pas forcément une location. Et effectivement, ce qu'on veut, à travers ce règlement, qui soumettra à un régime d'autorisation le changement de destination d'un logement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Des logements qui étaient auparavant destinés à la location ne le sont plus, parce qu'un propriétaire, qui est d'ailleurs pas forcément marquois, décide de faire du Airbnb. C'est particulièrement quand même difficilement acceptable compte tenu de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'offre locative dans nos villes. Alors, ce règlement, il n'a pas été mis en place qu'à Lille, il a été mis en place dans plusieurs villes de la métropole, dont une à côté, la Madeleine. Donc il y a eu aussi une espèce d'effet plumeau qui fait que Lille a pris un règlement pour encadrer tout ça, la Madeleine a pris un règlement pour encadrer tout ça, et aujourd'hui, Jean-Louis Munch l'a très bien expliqué, il y a une explosion en fait de l'offre Airbnb. Et puis c'est pas tout, ça crée énormément de problèmes de voisinage. Je peux vous dire que pareil, il passe pas une semaine sans qu'on ait des riverains qui nous disent j'ai pas pu dormir de mon samedi soir parce qu'il y avait un enterrement de vie de garçon et voilà, et tout ça se passe dans des Airbnb. Alors ce règlement en fait il sert à répondre à une demande aujourd'hui bien présente des Marquois pour justement avoir moins de nuisances d'une part et puis pour que des logements qui étaient destinés à la location restent destinés à la location. Je crois que c'est voilà, une réelle demande, un réel besoin qui existe aujourd'hui partout dans nos villes. Et puis, si voilà, quelqu'un souhaite faire du Airbnb, c'est au-delà de 120 jours, c'est ça ? Il y a un phénomène de compensation qui est mis en place pour que on met un Airbnb sur le marché, mais il y a un logement locatif qui doit être mis également sur le marché, par exemple en transformant des bureaux en logement. Voilà, tout simplement. Très bien. Qui vous donnez prendre la parole ?
Alors, je voulais simplement effectivement appuyer les paroles de Monsieur Catelin. Donc c'est vrai que moi tous les jours je peux constater un manque évident de logements et constater aussi les nuisances que peuvent provoquer les logements Airbnb. Bon, j'en ai un, enfin, il y en a quelques-uns au bourg là actuellement, et c'est vrai que les voisins se plaignent quand même assez facilement. Et en plus, on a un manque de logements de petite taille en location qui est évident, et les Airbnb représentent surtout des petites surfaces. Donc voilà, donc je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Catelin. Voilà. Bon, c'est pas un phénomène marco-marquois, c'est un phénomène national. On en parle, il y a des émissions à la télévision, il y a des articles dans les journaux. Toutes les villes sont confrontées à l'explosion du logement Airbnb. On n'a rien contre, mais il faut peut-être quand même le réglementer un petit peu. On assiste à des gens qui achètent, puisque en fait ils constatent sur l'île on peut plus le faire, sur la Madeleine on peut plus le faire, donc ils sont arrivés sur Marc-en-Barœul, ils achètent des appartements uniquement pour les mettre en Airbnb. Il y a un moment donné, moi je préfère qu'il y ait des jeunes couples ou des personnes plus âgées qui puissent louer une habitation, parce qu'il y en a un certain nombre disponibles sur Marc-en-Barœul. Simplement sur l'usage, nous devons y prêter une très grande attention. C'est à mon avis notre devoir de le faire. Il n'est pas du tout question d'empêcher la totalité des gens qui veulent faire du Airbnb. Le dispositif ne s'appliquera que pour les résidences, j'allais dire, secondaires. Les résidences principales louées moins de 120 jours ne sont absolument pas concernées. Donc non pas interdire, mais réglementer. Et je pense que c'est tout simplement notre devoir. Voilà, nous allons voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci beaucoup. Alors, nous avons terminé les délibérations de Monsieur Munch. Et il y a Madame Valentina Crout qui va nous présenter sa délibération. Oui. Merci, Monsieur le maire. La délibération que je vous présente aujourd'hui porte sur la mise à disposition de photographies issues de la photothèque municipale dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales de mars 2026. Comme vous le savez, le Conseil d'État autorise l'utilisation de photographies appartenant à une commune pour des candidats à condition qu'elles soient cédées dans un cadre clair, qu'elle soit facturée à un prix juste, fixé par délibération, et que l'ensemble des candidats puissent y avoir accès dans les mêmes conditions. C'est précisément ce que nous proposons ici. Les candidats pourront, s'ils le souhaitent, demander entre 1 à 50 clichés de la photothèque municipale. Ces photographies seront mises à disposition uniquement en format numérique, transmises via une plateforme sécurisée et ne pourront être utilisées qu'à des fins électorales pour la campagne de mars 2026. La grille tarifaire proposée permet d'assurer une facturation équitable, dégressive selon le nombre de photos retenues et conforme au cadre légal. Elle s'applique aussi bien pour les versions numériques que, le cas échéant, pour des tirages papier réalisés à la charge des candidats. Cette délibération garantit une égalité de traitement entre tous les candidats. Enfin, il est précisé qu'aucune photographie représentant des personnes physiques ne pourra être cédée afin de respecter le droit à l'image. Je vous propose donc de l'adopter et je vous remercie. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient et qui est pour? Merci beaucoup. Merci Madame Valentina Crout. Monsieur Louis Randoux. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, la ville étant régulièrement sollicitée pour la mise à disposition de ces salles municipales par les candidats dans le cadre des élections, il nous revient donc de préciser les conditions dans lesquelles ces mises à disposition peuvent être accordées afin de permettre librement l'expression démocratique tout en veillant à l'équité entre les candidats et au respect de neutralité de la collectivité. Donc le rapport présenté ce soir vous propose d'actualiser les dispositions qui avaient été établies par délibération en 2019. Il est donc proposé que les candidats ou les listes déclarées pourront bénéficier gratuitement de certaines salles municipales, à savoir la salle Tabarly, la salle de l'Aviateur, l'espace Serge Charles, l'espace Ken ainsi que l'espace Croisé Rouge Bar. Les demandes devront être adressées au pôle vie de la cité dans les délais compatibles avec le calendrier électoral
et le fonctionnement normal des équipements et de la vie des services. Voilà. Il vous est donc proposé d'approuver le présent rapport qui actualise les règles de mise à disposition des salles municipales. Je vous remercie. Bien, du grand classique, hein, à chaque fois qu'il y a des élections. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Merci à vous. Je vous remercie de ce conseil municipal. Je remercie le public, la presse qui présente et l'ensemble de mes collaborateurs qui ont mis tout leur cœur à nous faciliter l'administration de la ville. Merci infiniment à chacun. Allô, s'il vous plaît. J'ai juste oublié une chose. Voilà, vous avez vu qu'un certain nombre d'entre nous avons mis un vêtement rose, tout simplement, parce que nous voulons marquer, et je remercie Véronique Savignac pour tout le soutien qu'elle apporte à cette belle œuvre, pour marquer notre soutien à Octobre Rose, la lutte contre le cancer, et notamment le cancer du sein chez les femmes, est quelque chose de terrible. Il y a une magnifique association qui a pris cela en charge, qui est devenue une référence et on veut marquer notre soutien absolu à cette très très belle œuvre. Merci à vous.